Écoutez, bonjour mesdames, messieurs, chers amis, bonjour et puis merci pour votre présence. Nous sommes très heureux de vous revoir et de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la conformité. Comme vous le savez, l'année 2024 a été particulièrement marquante pour le club. Tout d'abord à cause du décès traumatisant pour nous de notre président fondateur, Monsieur Gilbert Canameras, qui, avec Marc de Pomereau, avait créé le club il y a une dizaine d'années. Le club a dû donc se réorganiser, notamment en nommant un nouveau président. C'est Marc, bien sûr. Jean-Luc Meurice, ici présent, qui devient le trésorier. Vous le verrez à l'écran tout à l'heure. Quant à moi, je deviens le secrétaire général et je n'oublie pas Monsieur Agassou, ici présent également, qui est le correspondant spécial pour les affaires africaines afin de renforcer les liens avec les différentes associations. D'autre part, notre déléguée générale que vous connaissez tous, Viviane Labonne, vient de nous quitter. Elle quitte le monde associatif pour d'abord, où elle exerçait d'abord à l'Amrae puis ensuite au club, pour rejoindre le monde de l'entreprise, mais reste dans le milieu du risque et plus précisément des logiciels. Nous la remercions beaucoup et lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles fonctions. C'est Nirina Andrianari qui va la remplacer. Nirina a un brillant parcours comme risk manager chez M6, puis DG d'une compagnie à Madagascar, mais elle a souhaité revenir à Paris et a choisi le club. L'année 2024 restera dans les annales car nous enregistrons un grand nombre de créations d'associations africaines, certainement notre meilleure moisson. Tout d'abord, il y a quelques semaines, la création d'une association en République démocratique du Congo, où, pour vous donner une idée de l'importance de l'événement, il y a eu près de 300 participants. D'autres associations doivent être lancées prochainement. Je pense au Togo, au Bénin, au Sénégal et à Madagascar. Nous avons également rejoint une toute nouvelle association qui va regrouper les associations africaines, le PHARMA, Fédération d'associations de risk management pour l'Afrique. Voilà. Notre prochain grand rendez-vous, ce seront les rencontres de Deauville début février. Marc en dira quelques mots lors de la conclusion. Je ne pense pas utile, à moins de le résumer très rapidement, de rappeler les missions du club pour ceux qui nous connaissent mal. C'est bien sûr de favoriser et diffuser la culture du risk management, partager les pratiques et définir des sujets d'intérêt commun, soutenir le déploiement des compétences du risk management et favoriser la création d'associations nationales. Je vais laisser la parole à Nirina qui va vous présenter le sujet en détail et nos intervenants. Merci encore pour votre présence. Merci Francis pour cette belle présentation du club, cette introduction. Mesdames et messieurs, avec un grand plaisir que nous, les membres du club Franco-Risque, ont à vous partager ce webinaire. Un webinaire dont le thème vous a déjà été adressé à travers les invitations qui vous a été adressé préalablement. C'est un sujet qui est sur le thème de la conformité en entreprise. Ce webinaire sera abordé trois, avec trois grandes parties bien distinctes. Premièrement, nous allons voir l'analyse des risques de conformité dans toute sa globalité. En deuxième partie, nous parlerons de la gouvernance des risques de conformité. Et enfin, nous verrons les facteurs de succès des programmes de conformité. Ces sujets seront abordés à travers un regard croisé au cours de nos différents parcours, les différents parcours des intervenants ici présents qui sont Jean-Luc Meurice, consultant en management des risques auprès du cabinet Sarat, Agossou Agbazaou, responsable
assurance et courtage du groupe Dalkia, mais également chargée de mission Afrique et diaspora francophone auprès du club. Et enfin, moi-même, consultante en management des risques à Madagascar, de là où je viens et où j'ai opéré dans le domaine du risque pendant plusieurs années. À la fin de notre présentation, il y aura une petite partie où nous aurons à répondre à vos questions, pour lesquelles nous vous demandons de ne pas hésiter à nous les adresser à travers le petit onglet qui se trouve en dessous de votre écran. Nous sommes là à votre disposition, justement pour échanger sur tous les sujets que vous souhaitez qu'on évoque ensemble. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Jean-Luc Meurice pour nous parler de ce que nous entendons par risque de conformité. Alors, Jean-Luc, lorsqu'on parle de conformité dans une organisation, qu'est-ce qu'on entend vraiment par cette notion de conformité? Bien. Bonjour à tous. La conformité fait d'abord référence au respect d'obligations. J'y vois aussi deux autres notions. Le fait d'obéir, en quelque sorte, quand on parle de se conformer à une instruction, ça veut dire qu'on obéit. Et puis aussi une notion d'authenticité, comme quand on parle d'une copie conforme. Donc, il y a se conformer à quelque chose consiste à essayer d'y ressembler. Alors, dans le respect d'obligations, évidemment, il y a trois catégories d'obligations. Il y a les obligations légales et réglementaires. Donc, c'est la loi applicable, le droit applicable dans le pays dans lequel l'entreprise est située, mais également dans les pays dans lesquels elle intervient, en exportant ou en ayant des implantations. Il y a une deuxième catégorie d'obligations qui sont les obligations contractuelles, celles qui sont contenues dans les contrats que l'entreprise peut signer avec ses clients ou ses fournisseurs et qui font, comme on le dit, la loi entre les parties. Donc, ce sont des obligations qui s'imposent à elles et qu'il est important de recenser et pour lesquelles il est préférable d'avoir un mécanisme comment dire, de vérification a priori avant que les contrats soient signés. La troisième catégorie d'obligations qui est souvent oubliée ou négligée, et j'attire votre attention dessus parce que c'est très lié comment dire, à l'essor de la communication en général et comment dire, à la tendance très nette au développement de la RSE, hein, le ESG en anglais. Ce sont les obligations que l'entreprise a choisi elle-même de s'imposer, les engagements que l'entreprise a pu prendre publiquement, par exemple de respecter le Global Package de l'ONU ou de réduire ses émissions, par exemple, de CO2. Bon, ben, la conformité va s'assurer que ces obligations que l'entreprise s'est imposées à elle-même parce qu'elle s'est engagée vont bien être respectées. Merci, Jean-Luc. Merci, Jean-Luc. Maintenant que le cadre est posé lorsqu'on parle de conformité, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la conformité? Alors, la conformité, c'est à la fois un état, hein, donc c'est le fait de respecter ces obligations dont on vient de parler, mais c'est aussi un processus. Hein, c'est le processus qui permet d'atteindre ces objectifs de conformité. Alors, le premier objectif, ça va être de respecter la loi, évidemment. Hein, on n'a pas envie d'avoir des amendes ou d'être considéré comme un délinquant. Le deuxième objectif, c'est de protéger l'entreprise, les dirigeants, les collaborateurs et les parties prenantes. Un délit ou une infraction commise par l'entreprise peut bien sûr engager non seulement l'entreprise, mais ses salariés et aussi parfois ses clients ou ses fournisseurs. En fait, il y a un quatrième objectif. Oui, il y a un autre objectif, bien sûr, c'est de prévenir et de détecter les non-conformités. C'est pour ça qu'il faut un processus organisé. Hein, on reviendra dessus. Gossou nous en parlera tout à l'heure. Et le processus de conformité a aussi pour but, dans la mesure du possible, de limiter les conséquences, principalement par une détection le plus tôt possible. Et oui, le dernier objectif que je voudrais citer, qui est très important, c'est que la conformité doit permettre le développement. Il faut qu'elle soit alignée avec les objectifs de l'entreprise et elle peut constituer un avantage compétitif. Je dirais précisément parce qu'on est dans un pays ou un secteur
où il y a un certain nombre de non-conformités, le fait de se présenter comme quelqu'un de fiable, d'honnête et d'être capable de le prouver, évidemment, il faut pas parler sans faire, hein, et ben, ça peut être un avantage compétitif, ça peut aussi donner une bonne image d'employeur et aider à attirer des talents. Parfait, Jean-Luc. Nous avons donc compris que la conformité est nécessaire pour pouvoir respecter la loi, pour protéger l'entreprise, ses dirigeants, ses collaborateurs et ses parties prenantes. On en a besoin également pour prévenir et détecter les non-conformités et en limiter les conséquences, mais aussi pour permettre le développement, comme les avantages compétitifs, l'image de l'employeur. Mais dis-nous, qui est le responsable de cette conformité? Alors, la réponse est simple, c'est l'affaire de tous. Alors, vous allez me dire, oui, on dit déjà ça de la qualité, on dit déjà ça d'autres sujets. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est un état d'esprit et une façon de se comporter. Donc, tout le monde est concerné, directement ou indirectement. Alors, quand même, comme c'est un processus important, il doit partir de l'organe de gouvernance, du conseil. Du conseil, éventuellement organisé, si je puis dire, enfin, ou orienté par le comité d'audit. En fait, ça rentre pour moi, ça rentre, on va le voir en détail, ça rentre vraiment dans la gestion des risques, la gestion de la conformité. Et ça nécessite aussi, puisqu'on parle de responsabilité, la direction est bien sûr responsable, elle doit s'engager. Alors ça, on va y revenir, aussi bien Irina que Agosu vont revenir dessus. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a quand même, bien que ce soit l'affaire de tous et que le board s'en occupe, il va quand même falloir désigner un responsable, hein, celui qui va un peu fixer le cap ou un peu régler les horloges, si je puis dire. Donc il y a la nécessité d'un responsable désigné. Alors, donc, Jean-Luc, euh, quand et comment s'y prendre? Par quoi commencer en ce qui concerne en fait la mise en place d'une politique de conformité au sein de nos entreprises? Alors par quoi commencer? Bon, alors, quand commencer déjà la question, effectivement, on peut se poser. Moi, je dirais n'attendez pas. Alors, n'attendez pas, au moins pour réfléchir à la question et commencer par une analyse. L'analyse, bon, elle n'engage pas immédiatement dans l'action, elle doit précéder l'action. Donc, même si votre organisation n'est pas prête, même si vous n'avez pas encore, comment dire, un débat suffisant au niveau de la direction de l'organe de gouvernance, ayez cette réflexion sur les risques de conformité. Et pour ça, bah, donc l'approche est assez simple. On va commencer par recenser les obligations dont je parlais tout à l'heure. Donc, je rappelle les trois catégories, hein, la loi et les règlements, les contrats que l'entreprise a pu signer, et puis tous ces engagements volontairement pris par l'entreprise. Donc, on va regarder, on va les recenser et on va en fait, en face de chacune de ces obligations, faire une sorte d'analyse en disant est-ce que il y a une menace, comment dire, une possibilité, une vulnérabilité qui va faire que nous pourrions être en défaut, ne pas remplir cette obligation, qu'elle soit légale, qu'elle soit contractuelle, ou que ce soit un engagement volontaire qu'on ait pris. On va repérer un peu les freins, les obstacles, les événements qui pourrait lier. Ce que je conseille à ce stade, puisqu'on est un peu là dans l'identification, c'est classique en gestion des risques, c'est d'essayer de synthétiser pour pouvoir communiquer en interne ou vis-à-vis de la direction, de synthétiser en une phrase la menace, hein, ou le risque en une phrase simple que vous pouvez éventuellement illustrer par un ou plusieurs scénarios. Si vous dites par exemple, je sais pas, le risque de surfacturation, vous pouvez indiquer, voilà, le, le- le scénario, c'est voilà, le client nous demande de le surfacturer, etc., de façon à rémunérer une personne. Voilà. On est dans un cas de corruption. On va détailler le scénario à partir du risque identifié. La troisième étape, ça va être d'évaluer chacune de ces menaces, ces faiblesses, chacun de ces risques. On va l'évaluer avec des critères classiques, hein. La probabilité, alors ça c'est difficile, difficile parfois à évaluer, mais il faut le faire sur des échelles. Alors le mieux, c'est d'interroger plusieurs personnes. C'est une démarche classique en évaluation des risques, des regards croisés dans l'entreprise. Donc des personnes qui sont au contact du risque directement,
S'il est important, par exemple, un risque dans les pratiques commerciales, il faut ne pas hésiter à rencontrer plusieurs commerciaux, parfois de plusieurs niveaux différents. Le directeur commercial, un responsable de zone et éventuellement un ingénieur commercial qui intervient. On va évaluer donc l'impact, les conséquences. On reviendra dessus un peu plus tard. Et puis le niveau de maîtrise. Le niveau de maîtrise, c'est-à-dire à quel degré pense-t-on que l'entreprise a mis en place des moyens, des mesures, des dispositifs qui vont réduire la probabilité, éviter que ça se produise. On peut aussi avoir des critères comme l'importance stratégique, c'est-à-dire si cet événement se produit, combien d'objectifs de l'entreprise remet-il en cause? La vélocité, c'est-à-dire à quelle vitesse le risque va se manifester. Est-ce que c'est un risque qu'on va voir apparaître petit à petit ou est-ce que c'est un risque qui peut arriver de façon soudaine et inattendue? Voilà. Très bien. Bah, du coup, Pardon, tout ça nous amène évidemment, identification, évaluation, à une cartographie des risques. ah, ben voilà, justement. Donc, parlant de cartographie des risques, Jean-Luc, quelques conseils pratiques pour à partir de votre expérience, hein, donc en fait, donc directeur, en fait, donc ancien directeur de la conformité au sein de Sonepa, quelques conseils pour une mise en place d'une carte des risques. Alors, le premier conseil, c'est qu'il n'y a pas de, enfin, c'est pas un conseil, c'est une information, mais il n'y a pas de standard idéal hein, pour la cartographie des risques en général, et encore moins, je dirais, pour la cartographie des risques de corruption. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas un truc parfait qu'on pourrait aller récupérer et copier-coller et voilà, en ajoutant le nom d'entreprise au-dessus. Non, c'est une démarche que vous devez faire dans votre organisation. Il n'y a pas de taille unique, il n'y a pas de, voilà. Ça, c'est le premier point important. Donc, vous devez faire cette analyse dont je parlais à l'instant. Elle est propre à votre entreprise. Vous avez deux entreprises du même secteur et du même pays peuvent avoir un profil de risque différent parce qu'elles n'ont pas les mêmes cultures, elles n'ont pas les mêmes objectifs nécessairement. Et donc voilà, il faut vraiment s'appliquer à faire votre propre exercice. Il faut noter aussi que la démarche d'analyse des risques est l'occasion aussi de passer des messages. On peut faire un peu de formation ou de sensibilisation en même temps. C'est pas un exercice purement formel et contraignant. Il y a une contrainte, mais il y a aussi une opportunité de passer des messages et de commencer à agir sur les risques. Alors, les risques de conformité, ils ont des spécificités, évidemment. La première spécificité des risques de conformité, c'est qu'un certain nombre sont heureusement peu fréquents. Ils sont peu fréquents, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas, fort heureusement, n'a jamais rencontré de cas de corruption. Donc voilà, fort heureusement, un certain nombre d'entreprises sont préservées de ce risque, ou l'approche, mais de façon lointaine. Il y a un client ou il y a un fournisseur dont on sait que voilà, avec un concurrent ou ailleurs. Voilà. Donc le risque est plus ou moins proche, mais il n'est pas présent, il ne s'est jamais avéré. D'où la difficulté, évidemment, d'évaluer la probabilité de ce risque. Parce que, alors par contre, la conséquence, c'est qu'on va se concentrer plutôt sur la mesure des impacts. Hein, c'est un peu un paradoxe. Dans l'analyse, on va regarder plutôt les impacts parce que ça va aider à sensibiliser et à comprendre les dégâts que ça peut causer, hein, et donc le désalignement en fait de l'entreprise par rapport à ses objectifs business, parce que ça va coûter de l'argent et ça va faire perdre des marchés concrètement. Donc, d'une part, on va être sur les conséquences, mais au niveau de l'action, on va être sur les causes. Hein. Donc ça, c'est première spécificité des risques de conformité. Il y a une nécessité d'humilité parce qu'un risque qui ne s'est jamais produit, comme c'est souvent les fraudes ou la corruption sont cachées, et il est fort possible, enfin, c'est pas à exclure, qu'il y ait des pratiques qu'on ne connaisse pas. Donc une forme d'humilité est nécessaire et aussi comment dire, une nécessité d'une écoute. Il faut une écoute attentive parce que un certain nombre de personnes savent des choses parfois hein, ou entrevoient la possibilité de certaines choses parce qu'elles l'ont connu, soit chez un concurrent, soit encore chez un partenaire. Parfois dans l'entreprise il y a un certain temps et ce savoir-faire, cette connaissance est utile. Il est important de, comment dire, de recueillir par une écoute attentive. Donc, il faut une écoute attentive et bienveillante, et on peut aller jusqu'à organiser, dans certains cas, des réunions porte close, comme on dit, enfin, sans prise de notes. Ce que je conseille éventuellement, c'est de faire intervenir une personne neutre, indépendante, hein,
un cabinet d'audit ou voilà, ouais, quelqu'un qui est tenu par une charte professionnelle Mhm. et qui servira un peu d'animateur et comment dire, pour faire sortir les informations. Le conseil le plus important, c'est de toujours rester tourné vers l'action. Donc, faut pas passer non plus trop de temps dans les évaluations parce qu'elles sont, comme on vient de le voir, relativement, ce sont des estimations, c'est plutôt destiné à classer, à prioriser, qu'à vraiment arriver à une quantification qui est impossible. Il faut, alors pour ça, il y a un outil assez simple, c'est c'est le nœud papillon. Alors, c'est quoi le nœud papillon? Si vous voulez, c'est comme il y a au centre, il y a le nœud. Le nœud, c'est le risque. Et à droite, voilà, merci Nirina, on voit à droite les conséquences. Donc, on a au milieu le risque de non-conformité réglementaire. On va voir les conséquences. Alors, les conséquences, c'est bien sûr, et la première conséquence, c'est qu'avant même qu'on passe quand ça se révèle, avant même qu'on passe au tribunal, c'est dans le journal, on en parle sur Internet. Voilà, ça se sait dans la profession. Et ça a une conséquence très négative. Ensuite, il y a les amendes financières qu'on peut avoir, effectivement, qui peuvent parfois être très lourdes. Il y a des conséquences sur les salariés, bien évidemment. Et il y avoir des frais juridiques parce que, bien évidemment, on va essayer de minimiser les conséquences et pour ça, il va falloir payer des avocats. Et alors, il y a une catégorie aussi de conséquences très importantes, c'est les perturbations dans la supply chain euh, de l'entreprise ou de ses parties prenantes, parce que dans un certain nombre de cas de non-conformité, on va avoir des interdictions de commercialiser ou des rappels de produits qui peuvent avoir des conséquences importantes. Alors, de l'autre côté, les nœuds papillons, on a les causes. On va analyser les causes. Très souvent, c'est parce qu'on n'a pas fait ce que je disais tout à l'heure, le bon inventaire des obligations, ou alors on l'a fait une fois et on l'a un peu oublié. Il faut avoir une veille réglementaire. Il faut que quelqu'un dans l'entreprise soit chargé comment dire, de vérifier les nouvelles réglementations, de suivre les projets de loi éventuels et aussi la jurisprudence, hein. Une autre cause possible, c'est la complexité de l'organisation. On peut intervenir dans plusieurs pays. Les réglementations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et donc, la veille dont je parlais, elle n'est pas simplement dans un seul pays, mais elle doit couvrir les différents pays où on se situe. Alors, la troisième cause importante, c'est la culture de conformité. Si elle est faible ou absente, et donc un exemple, c'est lorsqu'il n'y a pas de dispositif ou de politique permettant aux salariés de signaler des choses qu'ils ont pu remarquer, faire part de leurs soucis, on va dire, hein, faire des signalements, eh bien, voilà, ça ne facilite pas la détection des non-conformités. Et puis, un autre élément de la culture qui est important, c'est lorsque les rémunérations variables sont trop agressives. Ces cas-là, les gens sont tentés d'utiliser des moyens, comment dire, de couper les angles, hein, pour prendre des shortcuts, s'affranchir de certaines règles pour atteindre leurs objectifs. Le manque de formation, évidemment, la formation est vraiment le moyen de prévention, hein, essentiel donc pour les risques en général, mais tout particulièrement pour la conformité. Il faut former les gens quand il ne se passe rien, quand ils sont au calme et que vous pouvez les tenir dans une salle, à partir de scénarios relativement réels, si possible avec des témoignages de personnes qui ont été du métier, hein, qui ont été confrontées à la situation, des discussions, des choses, et on se forme, on s'entraîne, ce qui fait que le jour où on est dans la vraie vie, dans la situation réelle, on en a déjà parlé, on prend un peu de recul et on se rappelle le message, et donc voilà. Et le dernier, enfin, c'est pas exhaustif évidemment, mais la dernière cause, c'est la mauvaise gestion des tiers. Il faut bien comprendre que une grande partie des non-conformités, une fraude, une corruption, une pratique anticoncurrentielle, une violation de données personnelles, très souvent, c'est parce qu'il y a souvent un tiers qui est impliqué. C'est une donnée personnelle, ça va être le prestataire informatique à qui on a confié un fichier qui s'est fait hacker. Donc c'est bien un tiers, c'est pas nous, mais bon, c'est nous qui en subissons les conséquences et qui devons assumer la responsabilité. Dans un impact de corruption, il y a forcément deux parties, hein, l'entreprise ou quelqu'un de l'entreprise et un tiers ou une autre entreprise.
Donc, la gestion des tiers est très importante. Il faut les évaluer et les surveiller, encore une fois, pour faire de la prévention. Très bien. Alors, Jean-Luc, en fait, donc on a abordé l'analyse des risques, on a donc la carto des risques, en fait, donc également, donc l'outil puissant, hein, donc avec ta présentation sur les causes, racines et conséquences, très intéressant. Donc, les risques sont évalués, qui va faire quoi ensuite? Donc, Nirina qui va donc aborder sans plus tarder, donc le sujet donc, de la gouvernance des risques de conformité. Merci. Merci. Oui. Alors, en matière de gouvernance des risques de conformité, pour répondre à la question qui va faire quoi, je vais redire un peu ce qui a été évoqué par Jean-Luc tout à l'heure, qui disait que la conformité, en fait, c'est une affaire de tous. Le processus part, premièrement, du board et il nécessite un engagement entier de la direction. Il nécessite également une ou un responsable désigné, parce qu'il faut savoir que la conformité est à la fois un état, c'est-à-dire une qualité, elle est également un processus, mais aussi une fonction. Et c'est pour ça que nous parlons en fait de responsable désigné. En ce qui concerne justement l'engagement de la direction générale, qui est primordial dans le dispositif, dans la mise en place d'un dispositif de conformité et dans la désignation de cette responsable ou du responsable désigné, cet engagement devrait se traduire par une communication écrite, orale, externe ou interne, mais également et surtout par un comportement personnel exemplaire. La notion d'intégrité ici doit faire partie de la nature du dirigeant. Le ou la responsable de la conformité devrait avoir un accès direct à l'organe de gouvernance, qui est le conseil, le comité d'audit, et à la direction générale. Mais ceci ne veut pas dire que cette fonction devra être systématiquement rattachée à la direction générale. Cette disposition est prévue par la norme ISO 37301, qui est une norme sur le système de management, définit les exigences et fournit les lignes directrices pour la création, le développement, la mise en œuvre, l'évaluation et le maintien et l'amélioration continue d'un système de management de la conformité. Elle est parue en octobre 2021 et demande aussi que la fonction conformité soit indépendante. Cette fonction ne doit pas subir ni interférence ni pression d'aucune sorte et elle doit être dotée d'une autorité et de la compétence appropriée. Cette fonction est habilitée à prendre des décisions également, parce que en cas de modification d'un projet de contrat ou de mise en attente ou d'un éventuel rejet d'une ouverture de compte au client, par exemple, la décision doit être prise rapidement. Et la fonction doit également disposer de ressources adéquates, telles que le budget qu'elle aura besoin pour fonctionner. L'idéal est de faire cette conformité, incluant des engagements des organes de gouvernance et de direction. Cette politique de conformité doit être écrite en langage clair et communiquée en interne. Et elle devra citer également la fonction conformité et la décrire. Le périmètre et l'intégration des autres fonctions doivent être également décrites. Hein, l'intégration avec les autres organes comme la gestion de risque, l'audit et le juridique. Nous voyons sur l'écran ce qui a été exposé par rapport à la gouvernance. Mais lorsqu'on parle de gouvernance de risque de conformité, elle suit également le modèle
que prévoient les risques d'entreprise avec 3 lignes de maîtrise. Vous voyez sur votre écran la première ligne de maîtrise qui comprend en fait les collaborateurs des fonctions opérationnelles et leur manager, leur manager direct. C'est cette ligne de maîtrise qui porte les risques de conformité. Et ils sont également responsables des contrôles de premier niveau sur leurs opérations. À titre d'exemple, le recueil complet et précis des informations sur une nouvelle relation d'affaires potentielle. En deuxième ligne de maîtrise, vous avez les différents services support où on retrouve la partie informatique, la RH, et sur le côté, la gestion des risques, la partie assurance et notre fameuse conformité. Cette deuxième ligne de maîtrise que nous appelons également standard setters fixe les règles et assure la supervision des principaux risques. Et enfin, nos amis les auditeurs qui sont sur la troisième partie, troisième ligne de maîtrise, ils ont à évaluer de façon périodique et indépendante les contrôles de premier et deuxième niveau. Hein, ils auront donc à dire si ces contrôles sont effectifs et efficaces et les risques de conformité, et si les risques de conformité sont bien réduits au niveau accepté par l'organisation. L'organe de gouvernance supervise la deuxième et la troisième ligne et la direction générale la première et deuxième ligne. Alors, ce modèle de ligne de maîtrise n'est pas statique, hein. Elle peut être différente d'une organisation à une autre. Là où j'ai opéré, par exemple, dans la compagnie que je dirigeais à Madagascar, nous avons répondu aux exigences des législateurs qui voulaient en fait que les 4 fonctions clés, gestion des risques, conformité, assurance, conformité, apparaissent en troisième ligne de maîtrise à côté des auditeurs. Donc, toute cette partie était rattachée directement à la direction générale. Donc, c'est ce qui a été mis en place parce que c'est la réglementation en vigueur. Après, tout dépend de l'organisation, de la volonté managériale, du positionnement de cette ligne de maîtrise. Là où j'étais, c'était directement rattaché à, à mon poste pour pouvoir euh, interagir directement avec cette ligne moi-même, ayant euh, la qualité de risque manager et ayant opté pour le pilotage de l'entreprise euh, à travers les risques. Voilà ce que je peux dire en matière de gouvernance sur la conformité. Alors, merci beaucoup, Nirina. Alors, j'ai une question peut-être pour Agosou. Agosou, à ton avis, qu'est-ce qui va permettre de bien gérer ces risques de conformité et qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? Eh bien, merci Jean-Luc. D'abord, à l'entame de mes propos, je voudrais, en qualité de responsable assurance et au sein de la direction du risque management et assurance du groupe Dalkia, filiale transition énergétique du groupe EDF, euh, remercier d'abord le groupe et puis aussi les échanges que j'ai pu avoir avec donc, la direction de conformité de ce groupe. Nous sommes en plein cœur, en fait, donc, dans ce sujet, un sujet qui est à la fois transverse et qui touche, en fait, donc, toutes les organisations, quelle que soit la typologie, mais aussi avec ma casquette de chargé de mission Afrique et en charge de la diaspora au sein du club Franco-Risque. Je voudrais saluer d'abord tous les présidents d'associations nationales sur le continent. En Afrique est notre terrain de chasse. Au sein du club Franco-Risque, nous avons pour ambition, et c'est ce que nous faisons depuis quelques années, donc, qui est donc la culture de la promotion du risk management
sur le continent, donc, et notamment dans les pays euh, est donc, de l'espace francophone. Donc, d'abord, toutes mes salutations à mes confrères sur le continent. Et donc, j'ai bon espoir que, compte tenu de ce qui a été déjà dit par Jean-Luc et puis par Nirina, beaucoup donc de nos partenaires, mais aussi des associations nationales rattachées au club franco-risque, en fait, se retrouvent. Risque de conformité en entreprise, c'est un sujet qui est transverse, hein. Euh, alors, en toute humilité, premier facteur de succès, je voudrais d'abord dire que c'est l'approche des risques. Le premier facteur, à mon avis, c'est une approche économique. Elle concentre les moyens sur les principaux enjeux de l'entreprise et elle contribue au succès de la stratégie. Il faut rappeler que ce qui dit risque, que ce soit positif ou négatif, dit potentiellement soit une menace à l'atteinte des objectifs en fait donc de l'organisation, soit une opportunité. Et même derrière une opportunité, il faut se poser les réelles questions. Avons-nous le droit de faire telle ou telle chose? Qu'est-ce que nous avons dit que nous ferions? Avons-nous pris nos engagements par rapport à ce que nous avions dit que nous faisions? Nous communiquons en fait sur nos sites Internet. Est-ce que ce que nous disons sur nos sites Internet est la réalité? Le sujet est d'autant plus en fait donc important quand il est question donc d'une approche donc pas les risques que ça touche à la fois des organisations privées mais aussi des États. Sur le continent africain, le sujet de la conformité, donc du nord à l'est, à l'ouest et comme au sud, tous les pays concernés, c'est un sujet qui est donc très préoccupant. C'est un sujet qui est abordé par les divers, en fait, entités, au bon de toutes les entités, en fait, donc sur le continent. Alors, ça représente à peu près quoi? Quelques chiffres quand même. Je me suis permis d'aller voir quelques sources fiables, donc Le Point et même sur Internet. Il y a des organisations internationales qui donnent donc des clés et des indicateurs. Il y a Transparency International. Eh bien, la corruption, pour ne citer que ce premier risque, puisqu'on a plusieurs risques tels que Jean-Luc l'a identifié, donc la corruption, le sujet également donc de la fraude, le sujet du blanchiment en fait d'argent, le sujet du financement en fait donc du terrorisme, le sujet en fait de toutes sortes de délits en lien en fait donc avec le non-respect en fait donc des règles, que ce soit dans les environnements bancaires ou dans les environnements en fait assurantiels, dans l'industrie, dans le service, dans la technologie, le sujet est partout et ça représente quand même 1 000 milliards de dollars au bord du monde entier. Au bord de l'Afrique, c'est 148 milliards, donc c'est quand même 25% du PIB qui échappe sur le continent parce que, eh ben, il y a donc de l'évaporation, hein, il y a donc en fait donc une non-maîtrise en fait donc de ces risques-là de conformité dans nos économies. Et pour la France, il est question de 120 milliards quand même. Donc les enjeux sont colossaux. Donc premier facteur de succès, le risk management, l'approche par la gestion des risques et donc l'évaluation des risques de conformité, la cartographie spécifique doit être à la base, au cœur du programme de conformité. Et ça, nous y reviendrons. Alors, à mon humble avis également, donc le deuxième facteur, c'est le succès qui peut être tiré de l'engagement de la direction. Nous avons vu, c'est un point en fait donc un point clé de la gouvernance. Néanmoins, si dans une organisation, on le sait, si la pression et les opportunités augmentent avec le niveau hiérarchique, ce n'est pas le cas de l'honnêteté. Plusieurs études le montrent. Les équipes opérationnelles, quand elles sont questionnées,
euh, pour agir en fait donc dans l'inconformité. Certains sondages nous donnent en fait à peu près entre 7 et 9 qui ont peur de la sanction. Et donc, on est à peu près à 5, entre 5 et 9 versus en fait 13 quand il s'agit pour des décisionnels de, par exemple, bidouiller des chiffres pour avoir des résultats plutôt cohérents, ainsi de suite. Donc, cela voudrait dire que pour que le directeur général s'engage efficacement, c'est-à-dire pour qu'il soit déterminé et efficace dans la communication et le partage avec ses équipes, il faut qu'il soit lui-même convaincu personnellement, intimement. Mais convaincu de quoi? Mais convaincu de ce que la conformité et l'intégrité sont indispensables à la confiance des clients et des parties prenantes, qu'elles conditionnent la réputation et la création de valeur à long terme, et donc qu'elles sont à la base de la réussite de son organisation. Donc on parle bien de conviction personnelle et raisonnée. Il faut en réalité que l'hypothèse de pas vu, pas pris, ou l'hypothèse de ça ne se fera pas ou ça ne se saura pas, ne soit plus une option. Au sein donc de toute organisation, et on a souvent tendance à dire, et c'est d'ailleurs vrai, que l'exemple vient souvent d'en haut. Mais le contre-exemple aussi peut venir d'en haut. Donc, nous parlons de convictions personnelles, donc qui s'acquièrent et se nourrissent à partir d'une réflexion personnelle approfondie sur ce qui est bon pour son organisation, pour la société et pour les personnes, en commençant par soi-même. Aux bornes des exemples que je peux apporter, en toute modestie, je peux parler du Bénin, mon pays d'origine, puisqu'on parle aussi de la diaspora, alors parlons un peu donc de nos pays d'origine, parlons un peu donc de l'Afrique. J'ai eu beaucoup de plaisir en fait donc à aller dans plusieurs pays en fait donc dans le cadre de ma mission en tant que en charge de l'Afrique francophone, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et bien pour la particularité du Bénin, c'est que ce que je peux partager, c'est que nous avons une élite au Bénin qui a pris le sujet de la moralisation de la vie publique à cœur, avec donc une transformation à 360 degrés des différents process et processus de décision qui engagent l'utilisation des fonds publics. Et ça, il y a le monde avant et le monde d'après que nous vivons aujourd'hui, en fait, donc au Bénin, depuis quelques années, c'est que non seulement des autorités, en fait, donc décisionnelles, qui ont la charge, en fait, de la mission de service public, ont complètement intégré à divers échelons ces différentes règles dont nous parlons. Et c'est parti d'abord de convictions personnelles, de l'autorité supérieure, en fait, donc, et ensuite décentralisé, en fait, au niveau de tous les organes. C'est l'exemplarité en premier lieu. Et il y a eu des années où nous n'avions pas des exemples comme cela. Et le Bénin n'est pas le seul exemple, d'ailleurs. La Côte d'Ivoire, nous avons également le Sénégal, qui nous a, en tout cas moi personnellement, m'a beaucoup impressionné. Euh, je ne cesserai de citer, en fait, donc même le Maroc, certains pays, le Kenya. Nous avons des organisations au sein donc du continent qui apportent des indicateurs, mais pour ne parler que donc du Bénin et dont en fait donc j'ai eu le plaisir de créer l'association pour le management de risques des assurances du Bénin. Euh, nous avons en fait donc ces différents constats que nous faisons et nous suivons de très près, et je suis d'ailleurs aussi de très près, l'évolution dans la plupart de ces pays de l'espace francophone sur le continent dans le cadre de ma mission. J'ai une bonne pensée d'ailleurs aussi pour le Togo. Nous avons eu l'événement assez récent de l'association
togolaise des compliance officers, une première édition qui a mobilisé en fait beaucoup d'acteurs. Donc on parle de compliance, on parle de conformité et ça passe donc justement par le partage de bonnes pratiques. Et ils ont fait une édition qui est exceptionnelle, très enrichissante et les sujets ont été abordés avec beaucoup de soutien en fait donc d'ailleurs des autorités publiques et je salue cela. Donc je disais que donc le deuxième facteur de succès, engagement de la direction, que ce soit aux bandes d'organisations privées, aux bandes d'organisations étatiques, il faut que la tête de la pyramide soit empreinte de convictions personnelles sur le sujet. Ces convictions amènent à des choix simples. Par exemple, dans un groupe multinational, le fait de sortir d'un pays ou changer son manager pour ne pas faire de compromis sur l'éthique dans les affaires que le groupe veut y faire. C'est un exemple. Nous avons, et Jean-Luc l'a su bien dire, le sujet n'est pas variable. Si nous voulons parler des développeurs d'affaires ou des ingénieurs d'affaires ou du développement commercial, eh ben, c'est peut-être une meilleure façon de proposer que l'atteinte des objectifs de conformité soit également associée à l'atteinte des objectifs commerciaux comme un critère en fait de versement des parts variables pour cette typologie d'emploi. Voilà. Donc, ce sont des exemples qui sont intéressants. La direction générale a des tâches spécifiques à accomplir en matière de conformité. S'assurer que les objectifs stratégiques et opérationnels sont alignés avec des objectifs ou des obligations de conformité. Elle doit allouer aussi les ressources pour le développement, la mise en œuvre et l'amélioration du système de gestion de la conformité. Elle doit aussi s'assurer d'ailleurs que les performances de conformité font l'objet de reporting réguliers et sont intégrées aux évaluations du personnel. Donc, enfin, elle met en œuvre des mécanismes de responsabilisation incluant des sanctions. Voilà. Donc, voilà ce que je peux déjà dire en première partie, pour ce qui concerne en fait les deux premiers facteurs de succès d'une bonne politique en fait de conformité. Et enfin, troisième facteur, c'est l'intégration du programme de conformité dans les processus de l'organisation et dans ses pratiques, dans sa culture, dans ses valeurs. C'est différent de l'empilement. Hein? L'une des erreurs, c'est de voir une politique de conformité, un programme de conformité comme un ensemble de tâches et d'obligations supplémentaires s'ajoutant aux contraintes que les opérationnels ont déjà à gérer au quotidien. Or, il ne s'agit pas de mieux faire, ou il ne s'agit pas plutôt de faire plus, il s'agit d'agir et de bien agir du premier coup en faisant l'économie des conséquences négatives des non-conformités et de leur remédiation. Il s'agit aussi de profiter des avantages compétitifs d'une conformité effective, vérifiable, en développant la confiance des partenaires et en attirant les meilleurs professionnels par une réputation et des valeurs éprouvées. L'autre erreur consiste à mettre en place chacune des différentes composantes du programme de façon séparée et sans vraiment les relier. Je demanderai à Nirina de pousser le slide d'après, s'il te plaît. Donc, code de conduite, cartographie des risques, formation, contrôle comptable. Bon, nous voyons. Vous voyez bien sur ce slide, on a le premier pilier, c'est l'engagement de l'instance dirigeante, on en a parlé. Hein? Donc, le deuxième pilier, la cartographie des risques, donc l'outil essentiel autour duquel, en fait, justement, s'anime une politique de conformité. Et troisième pilier, gestion des risques. Donc, l'approche par les risques, puisque je l'ai dit comme premier facteur de succès. Deuxième facteur, en fait, donc je l'ai dit,
conviction personnelle. Et puis, troisième facteur, nous parlons d'une approche intégrée. Vous voyez que ce schéma nous parle donc d'ailleurs, ce troisième pilier, gestion des risques, le triptyque prévention, détection, remédiation. Et donc, dans la prévention, et d'ailleurs, Jean-Luc et puis Nirina en avaient parlé, il y a donc le code de conduite à mettre en place. La formation, c'est un investissement. Quand tout se passe bien, il faut aller chercher, dans le silence, il faut aller chercher, en fait, donc à former les opérationnels sur les règles. Une piqûre de rappel, justement, dans le cadre de la formation. Donc, très, 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 très important. L'évaluation des tiers, donc, nous en avons parlé également, puisque en général, c'est en fait donc le socle, c'est la porte d'entrée des fois, parce qu'effectivement, on a un partenaire ou parce qu'on a des clients, on a reçu en fait donc une information où on est en fait donc il y a une intrusion par exemple en fait par le système d'information du tiers, donc l'évaluation en fait donc des tiers. Deuxième étape, en fait, donc, dans le triptyque donc, de la gestion des risques, détection, mettre en fait des process et des processus avec donc, la possibilité de remonter des alertes et également donc, les contrôles. Donc, très important. Et enfin, troisième pilier, troisième étape, en fait, donc, dans le troisième pilier, la remédiation. Donc, il ne faut pas s'arrêter au contrôle. Quand on détecte une inconformité, il faut effectivement donc des sanctions. Donc, il faut définir en fait des mesures correctives. Il faut définir en fait également des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions. Et puis justement, c'est une boucle vertueuse puisqu'une fois qu'on a mis en place des sanctions, il faut mettre en place aussi des actions de façon à ce que ça ne se répète plus. Donc, l'importance en fait d'un schéma dans lequel il y a une intégration en fait complète donc, de tous ces aspects est donc le troisième facteur de succès d'une politique en fait de conformité. Un système de gestion de la conformité efficace et bien intégré modifie les pratiques des collaborateurs et leur permet de prendre les bonnes décisions. Et bien entendu, voilà, il les protège également. C'est ce que je pourrais partager avec vous comme facteur de succès, à mon humble avis, donc d'une bonne politique en fait de conformité. Et cela est valable, quelle que soit la nature et la typologie en fait des entreprises, mais c'est aussi valable, quels que soient les endroits où on se tient dans le monde. Merci beaucoup, Agossou. Donc, je retiens de ton intervention l'importance des pratiques. Tu as beaucoup insisté dessus, des pratiques et de la culture de l'entreprise. Donc, il faut évidemment essayer de bien s'intégrer, hein, comme tu l'as dit, intégration dans les processus, dans la culture. Alors, il nous reste un petit moment pour répondre à quelques questions. Alors, on a une question de Roch Arthur. Merci, Roch Arthur. Sawago. Donc, au cas où une entreprise est victime, par exemple, d'un délit, à l'image de Capgemini avec son employé récemment, quelle conduite tenir face à cela? Et comment en prévenir la prochaine fois quand le malfaiteur est de l'intérieur? Alors, je vais peut-être rappeler le cas parce que tout le monde ne l'a peut-être pas en tête. Un salarié, enfin, Capgemini a été victime d'une attaque, une cyberattaque, hein, avec un rançongiciel et une double extorsion. Le hacker demandait une rançon payable en Bitcoin et il menaçait, si la rançon n'était pas payée, de mettre les données sur le dark web, les données qu'il avait récoltées de l'entreprise, donc des données sensibles. Et l'enquête a fini par prouver que le hacker était en fait alors qu'il utilisait un logiciel de hacking utilisé par des groupes plutôt situés en dehors de la France, on va dire. Il utilisait ce même logiciel de hacking, mais c'était un salarié de Capgemini. Donc, il a été licencié, évidemment, pour faute. Alors, dans la question Roch Arthur, je prendrais la conduite de tenir face à cela. Ça, je ne connais pas tous les... C'est un peu difficile. C'est une conduite plutôt en réaction. Je pense qu'apparemment, ils ont eu la bonne attitude en menant une enquête, en faisant confiance aux autorités, hein.
etc. Mais je pense que la deuxième partie de la question qui m'intéresse, c'est comment en prévenir la prochaine fois, comment prévenir le cas la prochaine fois. Alors ça, je dirais, l'important, c'est si vous avez un malheur, enfin si un risque se, se, se- se matérialise, pardon, quand l'incident est terminé, à chaud, c'est un peu difficile, mais quand l'incident est terminé, il faut toujours faire un rétex. Hein. Euh, dans la question de Rock-Arthur, il y a comment prévenir la prochaine fois. Ben, c'est une excellente question. Il faut vraiment se la poser à chaque fois et se dire qu'est-ce qui aurait permis de l'empêcher, de le prévenir. Quelquefois, ce n'est pas possible, hein, raisonnablement. On ne peut pas non plus empêcher certains actes de malveillance. Mais qu'est-ce qui aurait permis de le détecter plus rapidement, par exemple, ou voilà, ou est-ce qu'il y avait des signaux faibles, et comment est-ce qu'on peut faire pour le dissuader? Voilà, ça, c'est des bonnes questions à se poser. Merci beaucoup, Rock-Arthur. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je crois que c'était la seule question qui a été posée. Jean-Luc, il y a deux réactions du public qui concernent l'envoi du slide de présentation. Donc, n'hésitez pas à envoyer, à vous manifester euh, à travers la messagerie. Vous pouvez mettre votre mail et puis nous vous enverrons la présentation avec plaisir. On va peut-être laisser le mot de la fin à Marc. Bonjour à tous. Est-ce que je suis bien? Voilà. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de ce webinaire organisé par le club. Euh, c'est certainement le début d'une série de webinaires de ce genre qui sont des regards croisés entre un professionnel expert comme Jean-Luc et puis des représentants de la communauté de la francophonie, là en l'espèce Agossou et Antonérina, qui viennent challenger l'expert de grosses boîtes françaises, hein, et pour que le sujet soit adapté, traité à l'aune du besoin de chacun dans son entreprise, dans son pays. La vocation du Club Franco-Risque, c'est bien de d'informer, d'appuyer les associations nationales, de former et de conseiller. Et donc, on a dans ce webinaire les trois composantes. Et je pense que ce sujet de la conformité, il est indispensable de revenir dessus toujours et encore. Donc, c'est un premier webinaire de ce type, de regard croisé. On en organisera d'autres. Et on vous demandera et on demandera aux associations nationales membres du réseau du Club Franco de participer à ces regards croisés. C'est l'objectif. Voilà. Donc, encore une fois, merci de votre attention. Faites savoir que ce webinaire est intéressant. Si vous y avez considéré qu'il était intéressant, faites-nous part de vos observations si vous en avez, de façon à ce que on puisse encore améliorer la formule, on puisse répondre réellement à la demande des pays, hein, puisque la vocation du Club Franco, c'est vraiment d'être présent sur l'Afrique francophone et pas que d'ailleurs, et d'être avec les associations nationales. Donc je rappelle que les associations nationales ont également elles-mêmes des activités de conseil, d'appui, de formation, et donc nous souhaitons participer avec elles à ces événements. C'est pour ça que nous avons décidé de le faire aujourd'hui. Voilà. Beaucoup de choses à venir dans les prochains mois, pour ne pas parler des prochaines années. On a une équipe qui s'est un peu renouvelée, et merci à, à Nirina, à Jean-Luc et à Gossou d'avoir pris sur leur temps pour pouvoir faire cet exercice avec vous. Voilà, retrouvez-nous, suivez le Club Franco, vous avez les liens, suivez le Club Franco, suivez les associations nationales aussi, hein, il y a des associations nationales maintenant dans quantité de pays, suivez les associations nationales, participez à nos événements, venez, si vous en avez la possibilité, aux événements que le club organise, notamment
lors des rencontres de l'AMRAE à Deauville en février 2025. Il y a toujours cette convention de la francophonie qui permet de rassembler les différents intervenants. On a maintenant lancé cette idée de faire une diaspora des risk managers ou des responsables de la gestion des risques dans les entreprises, diaspora qui serait animée à partir de Paris. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Encore une fois, merci beaucoup, merci à tous. Il y a une question qui vient, donc je repasse la main à Jean-Luc. Alors, on n'a pas encore de club au Cameroun, mais ça va pas tarder. Si vous avez des initiatives, des envies de le faire, vous êtes tout à fait prêt à venir. Bien. Mais j'ai pris la parole à la place de La question, c'était quoi? Pardon? Avez-vous un club au Cameroun? Voilà. Alors, ce sera avec plaisir. Prenez donc mon contact. Donc, vous avez mon adresse email qui est présentée, en fait. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je pourrai, en fait, m'investir et vous accompagner, toute l'équipe, en fait, du Club Franco-Risque, en fait, pour justement la le slide des création partenaires. de l'association camerounaise du risque management La des famille des assurances. partenaires. Oui, Ok. je me permettrai de rajouter qu'on a beaucoup d'amis au Cameroun, mais que malheureusement, il manque euh, quelqu'un qui prenne la barre. Voilà. Donc, Appel est lancé. avec plaisir. Est-ce que Francis, tu veux terminer, tu veux faire clôturer? Moi, je voudrais juste dire, avant de laisser la parole à Francis, que le Club franco-risque est une émanation de l'AMRAE, donc il est soutenu évidemment par l'AMRAE, mais il est également soutenu fortement par ses partenaires. Nous avons un certain nombre de partenaires qui sont des assureurs, des experts, des courtiers, des gestionnaires de logiciels, etc., qui sont des éditeurs de logiciels plutôt, qui sont nos partenaires et qui nous soutiennent. À nouveau, je voudrais les remercier parce que c'est grâce à ces partenaires que nous pouvons vivre et faire cet exercice. Vous aurez la liste des partenaires qui sera diffusée pour que vous puissiez savoir qui sont les partenaires du Club Franco. Merci encore. Oui, je compléterai. Merci à tous, mais je compléterai les propos de Marc en disant, concernant le sponsoring, que nous avons bien sûr à Paris des sponsors qui nous apportent leur aide, mais on constate de plus en plus que ces sponsors sont souvent implantés dans différents pays africains. Et lors de la dernière conférence tenue à Abidjan, on était très heureux de constater que plusieurs de nos sponsors du club ont également investi en Côte d'Ivoire. Donc, ça montre une fois de plus l'intérêt d'avoir des actions croisées, comme l'indiquait Marc. Voilà. Et toutes nos félicitations aux intervenants qui ont passé beaucoup de temps pour la préparation de ce sujet sensible, hein, qui peut coûter cher, comme vous l'avez noté, aux entreprises. Il y a régulièrement des grands groupes, et pas simplement des grands groupes américains euh, de, de, de l'information, qui sont pénalisés, qui sont mis à l'amende pour des sommes astronomiques. Voilà, on sera heureux de vous retrouver prochainement et entre-temps, on vous souhaite une bonne fin d'année. Merci encore. Merci. À bientôt.